Merci de l'invitation et de la présentation. Donc, je vais vous dresser un panorama très large de l'avenir de la population française tel qu'on peut en parler, donc à l'échelle plutôt de l'ensemble du pays. On va voir un peu dans le détail comment les naissances, les décès et les mouvements migratoires influent sur les évolutions de la population et quels sont les leviers d'action possibles. En conclusion, on verra quelles sont les politiques qu'on peut envisager de mettre en place à différentes échelles. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions de compréhension, à lever la main, à prendre le micro. Je vais essayer de ne pas dépasser les 30 minutes pour qu'on ait un temps de discussion. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à prendre la parole. Donc, merci de m'avoir déjà présenté. En un mot, donc, je suis chercheur à l'Institut national d'études démographiques, l'INED. On est à peu près une cinquantaine de chercheurs et on travaille donc, on fait des recherches scientifiques, mais on doit aussi informer le public et les pouvoirs publics sur toutes les questions de population en France ou à l'étranger, à partir de nos travaux ou des travaux des autres. Donc, vous voyez, ça nous donne des obligations assez larges. Et en ce moment, je m'occupe d'une enquête européenne sur les relations à l'intérieur des familles, relations entre les femmes et les hommes, relations entre les générations, des parents avec leurs enfants, des adultes avec leurs parents âgés, et donc dans le cadre d'un projet européen qui permet de faire des comparaisons entre les pays. Donc, alors merci de l'invitation. Quand Monsieur Desprost m'a proposé de venir, j'étais un peu perplexe. Hein, c'est toujours un peu compliqué. On est un peu des chercheurs dans notre tour d'ivoire. On étudie les comportements des humains. Et puis, il y a des gens qui ont les mains dans le cambouis. Il s'agit d'agir, de faire des choses sur la population. Donc là, vous allez devoir donner des conseils. Et à mon avis, la première question que vous devez vous poser, c'est: est-ce que vous voulez agir sur la population? Est-ce que vous voulez changer les comportements des personnes pour qu'elles se comportent mieux pour elles-mêmes ou pour les autres? Ou bien est-ce que vous voulez adapter les infrastructures publiques, prendre le monde comme il est, et puis essayer de rendre la vie un peu plus simple, un peu plus agréable peut-être pour les gens qui sont là, tels qu'ils sont? Et c'est une question qui paraît vraiment un peu stupide et banale, mais en fait, quand on veut faire des choses, on est toujours obligé de se poser sa question. Et c'est vrai aussi dans les relations familiales. Hein. Est-ce qu'on va prendre ses parents, ses enfants, son conjoint comme ils sont, ou est-ce qu'on va essayer de les changer? Est-ce qu'on va essayer de se changer soi-même, ou bien d'améliorer le monde autour de soi? Donc, peut-être une façon de ne pas avoir trop d'ambition au début, c'est de partir d'un diagnostic partagé, c'est-à-dire de dire voilà quelle est la situation, au moins qu'on soit d'accord sur la situation actuelle. Et Cathy Chauveau a très bien présenté la situation en Loire-Atlantique. Ce qui est sûr, c'est que la Loire-Atlantique est plutôt un département jeune, dynamique, mais en Loire-Atlantique comme ailleurs, il va y avoir de plus en plus de vieux. Et parmi les vieux, de plus en plus de très vieux. Donc, qui est de plus en plus de vieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, on meurt de plus en plus tard. Et puis, les vieux, à un âge donné, ils sont de plus en plus jeunes. Hein. Si on compare quelqu'un qui a aujourd'hui 70 ans, c'est un jeune retraité. On a vu, c'est plutôt des personnes qui sont un peu les favorisés de notre société aujourd'hui, hein, les gens qui ont entre 60 et 70 ans. Par contre, il y a 50 ans, les gens qui avaient entre 60 et 70 ans, c'était des vieillards. Hein. Ils avaient peut-être beaucoup d'enfants, mais ils étaient pauvres, ils étaient malades, ils étaient morts pour beaucoup. Enfin bon. Donc il y a eu vraiment un progrès énorme. Et quand on parle de vieillissement, il faut d'abord voir que la population rajeunit. Hein. Les années qu'on gagne, et on a gagné beaucoup d'années d'espérance de vie, c'est d'abord des années de jeunesse, des années d'enfance, des années d'âge adulte. Mais ça n'empêche, on va le voir, qu'il va y avoir quand même de plus en plus de vieux et de plus en plus de très vieux. Hein. Donc les deux phénomènes sont devant nous, mais il faut bien, voir comment les aborder. Donc, vous allez proposer des solutions à l'échelle du département, peut-être infradépartementales. Il y aura peut-être des solutions qui seront plus pratiques à mettre en place à des échelles plus locales. Il y a aussi des problèmes qui se posent à des échelles plus grandes, à l'échelle du pays, mais aussi à l'échelle d'un continent, voire à l'échelle de la population du monde. En termes d'échelle temporelle, donc vous avez 1 an de réflexion, c'est ça? Donc l'horizon des politiques, c'est plutôt en mois que ça se compte, hein, donc 5 mois, 10 mois, 50 mois, bon. L'horizon des démographes, c'est plutôt en années et c'est parfois 10, 20 ans. Donc les projections, c'est horizon de 2050, hein, c'est à horizon de 30 ans.
Donc ça fait une génération. Les Nations Unies publient maintenant des projections à horizon de 2100. Donc on se projette à un horizon de plus de 80 ans. Donc, selon qu'on veut agir à court terme, à long terme, selon qu'on veut agir localement ou à une grande échelle, on ne va pas du tout parler des mêmes solutions, des mêmes acteurs, etc. Donc moi, je vais plutôt vous parler des évolutions pour l'ensemble de la France d'ici 20 ans. Donc ça sera un peu complémentaire de ce qu'on vous a présenté plutôt sur la Loire-Atlantique. Mais ça permet, disons, de recadrer. Par exemple, quand je vous dis qu'il va y avoir plus de vieux, c'est sûr. Sauf à tuer tous les vieux, il va y en avoir beaucoup plus. Donc ça, on n'y peut rien. Par contre, aujourd'hui, les jeunes personnes âgées, elles sont plutôt riches, plutôt en bonne santé, alors que les personnes beaucoup plus âgées sont plus fragiles. Ça a été très bien montré. Mais ça va changer à l'avenir. Et donc ça, on peut peut-être agir dessus. Donc vous voyez, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir agir, d'autres non. Alors, peut-être un rappel, jusqu'au milieu des années 60, la fécondité était très haute. C'était Dieu qui donnait la vie, c'était Dieu qui prenait. Les femmes ou les couples ne choisissaient pas le nombre d'enfants qu'elles avaient. La crainte de tomber enceinte pour les femmes était vraiment majuscule. Les femmes obéissaient à leur mari et la société était en croissance rapide. Et puis, depuis les années 70, il y a eu un bouleversement énorme. Il y a eu un ralentissement de la croissance économique et il y a eu la mise à disposition de la contraception et de la possibilité de recourir à l'avortement. Et les politiques, dans les années 60, avaient peur que les femmes arrêtent d'obéir aux hommes si elles n'avaient plus peur de tomber enceinte. Et d'une certaine façon, ils avaient raison. Et il y a eu, depuis 50 ans, un changement gigantesque. C'est que les femmes sont maîtresses de leur corps. Donc ça pose des questions, on voit notamment sur les questions de violence, on voit sur les questions d'inégalité. On est loin d'avoir atteint l'égalité, mais il faut bien se souvenir d'où on vient. Et c'est peut-être le changement principal. Depuis 1975, il y a eu des changements familiaux gigantesques. Et en France, ils se sont faits à fécondité constante et à un niveau élevé, à un niveau près du remplacement des générations. Il faut en gros 2 enfants pour remplacer 2 adultes. Et en France, les changements énormes qui ont eu lieu à l'intérieur des familles, beaucoup plus de naissances hors mariage, des mises en couple plus tardifs, beaucoup moins de naissances accidentelles, des ruptures d'union, des deuxièmes unions, la possibilité pour les personnes âgées, grâce au minimum vieillesse, grâce à leur amélioration de leur santé, de rester chez elles. On l'a dit, grâce à la baisse de la mortalité, d'être en couple plus longtemps. Donc, il n'y a pas eu du tout d'augmentation du nombre de personnes qui sont dans des établissements pour personnes âgées depuis 50 ans. Il y a beaucoup moins de personnes âgées qui vivent avec leurs enfants ou avec leur famille ou avec d'autres adultes. Et il y en a beaucoup plus qui vivent seuls ou en couple. C'est ça le changement principal. Mais on l'a vu, il y a un âge où le fait de vivre chez soi, ça devient difficile. Donc, mais ça n'empêche que si on prend du recul, on a vraiment un rajeunissement, on peut dire, de la population des adultes et une autonomisation des femmes. Et donc ça, en France, ça s'est fait avec un niveau de la fécondité qui est resté élevé. Donc on n'est pas du tout comme dans les pays d'Europe du Sud, où il y a l'idée que la famille va mal. Tout va mal, c'est la culture de mort, les gens ne font plus d'enfants. Alors, encore en Italie, on fait un petit enfant, ça suffit pour les grands-parents. Les enfants uniques sont bien traités. Bon. Alors qu'en France, on a plutôt l'idée que les enfants uniques, ils sont égoïstes ou ils sont malheureux. Il faut avoir 2 enfants en France pour avoir une famille un peu complète. Et il y a des pays en Europe de l'Est ou des pays en Asie qui ont vécu une croissance économique absolument extraordinaire. Je pense à des pays comme Taïwan ou bien des pays comme Singapour qui ont eu un miracle économique. Et dans les années 60, ils étaient encore des pays sous-développés. Il y avait 6 enfants par femme, alors qu'en France, on était plutôt à 3 enfants par femme. Il n'y avait aucune régulation des naissances. Il y avait beaucoup d'enfants abandonnés. Il y a beaucoup d'enfants qui ont été adoptés. Bon. Et en 60 ans, ils sont devenus pratiquement aussi riches que nous. Mais ils ont 1 enfant en moyenne par adulte. Alors, vous voyez, comme il faut être 2 pour faire des enfants en général, si on passe de 2 adultes à 1 enfant, ça veut dire que sur le long terme, la population est divisée par 2 tous les 30 ans. Et elle est divisée pratiquement par 10 en un siècle. Donc, c'est des pays où il y a à la fois un vertige sur l'enrichissement qu'il y a eu, avec justement des vieux qui sont pauvres, et puis des adultes qui veulent plus faire d'enfants, et notamment des femmes
qui ne veulent pas faire d'enfants parce qu'elles savent que si elles font des enfants, il va falloir qu'elles arrêtent de travailler, qu'elles obéissent à leur mari, qu'elles s'occupent de leurs parents ou de leurs beaux-parents, et elles ne veulent pas ça. Elles veulent être des adultes comme les autres. Et donc, il y a un problème, il y a une guerre des sexes, il y a une guerre des âges. Les vieux hommes reprochent aux femmes de ne pas faire des enfants, et les jeunes femmes disent qu'elles ne veulent pas obéir aux vieux hommes. Elles veulent être considérées à égalité. Et ça coince. Et donc, il y a vraiment des problèmes très, très importants au Parlement. On discute de ça. Bon. En France, parfois, les politiques s'inquiètent d'une baisse de la fécondité, mais on n'est vraiment pas du tout dans une situation inquiétante. Donc ça, c'est peut-être un peu un message important que je voudrais faire passer, c'est que globalement, on est dans une situation qui est très favorable. Et la Loire-Atlantique est d'ailleurs dans une situation plutôt plus favorable que l'ensemble du pays. Les personnes âgées aujourd'hui, elles sont dans une situation économique et dans un état de santé plutôt bon. Le département est plutôt dans une situation dynamique. Donc il ne s'agit pas, il y a pas le feu, quoi. Il s'agit plutôt d'améliorer une situation qui est quand même plutôt bonne. Alors, si on s'éloigne un peu, donc à l'échelle du monde, la fécondité a beaucoup baissé. On est maintenant pratiquement donc au niveau de remplacement de 2 enfants par femme. Et il va y avoir une stabilisation de la population mondiale au cours du XXIe siècle. Et le nombre d'enfants ou de jeunes adultes va rester pratiquement constant. On va passer de 8 milliards à 10 milliards, peut-être à 11 milliards. Et cette augmentation, c'est uniquement des adultes et des vieux. Il va y avoir une augmentation de peut-être 30 ou 40% des adultes. Mais il va y avoir une explosion du nombre de gens de plus de 60 ans à l'échelle du monde. Et ça pose dans des pays comme la Chine ou dans la plupart des pays d'Afrique, surtout au sud du Sahara, qui n'ont pas de système de santé très efficace, qui n'ont aucun système de retraite ou de sécurité sociale, des défis absolument gigantesques. Parce que respecter les vieux, s'occuper bien des aînés, c'est possible quand il y a 3 ou 4 enfants et une vieille grand-mère. Mais quand il n'y a que 2 enfants et qu'il y a 4 grands-parents au-dessus, c'est juste pas possible de vivre avec les vieux et de bien s'occuper d'eux. C'est impossible. Donc, il va y avoir des ajustements absolument gigantesques que la population humaine va devoir faire. Mais nous, Dieu merci, on a déjà un système de santé très performant, un système de retraite qui est pratiquement à l'équilibre et sur lesquels les perspectives sont, disons, relativement bonnes. Donc, il n'y a pas de souci majeur à se faire. Alors, ça n'empêche que quand même, quand on regarde la fécondité, là, je vous ai mis une courbe où vous avez en abscisse sur l'axe horizontal les années depuis 1990. Et puis, on va s'intéresser surtout à la courbe rouge, qui est l'indicateur conjoncturel de fécondité. C'est l'échelle de droite, le nombre d'enfants par femme. Vous avez sûrement entendu parler du nombre d'enfants par femme. Donc, en gros, il faut 2 enfants par femme pour que une génération d'adultes soit remplacée par une génération d'enfants. Et on était à peu près à 2 enfants jusqu'en 2010. Et on est maintenant, on descend, vous voyez, ça a bien dégringolé entre 2022 et 2023. On est à 1,7 enfants. Et donc, il y a un peu un vent de panique. Là, 1,7, c'est très, très bas. On manque beaucoup d'enfants. Alors, première façon de relativiser, si on se compare aux pays d'Europe, là, vous avez la France qui est en rouge depuis les années 2000. Vous voyez que ça a baissé beaucoup après la crise de 2008 dans beaucoup de pays d'Europe où la fécondité était élevée et également aux États-Unis. La fécondité a baissé, mais plus brutalement et plus fort qu'en France où la fécondité s'est maintenue jusqu'en 2014 et où elle a baissé beaucoup moins. Et puis en bas du graphique, vous voyez, vous avez les pays d'Europe du Sud ou bien certains pays d'Europe de l'Est où la fécondité est basse. Et sur ce graphique, vous voyez un pays comme Taïwan qui est à 0,8, il est en dessous du graphique, quoi. Il est encore beaucoup plus bas. Et il y a eu, on va y revenir, un choc très très important dans les années 2020-2021, l'épidémie de Covid. Et au début de l'épidémie, il y a eu un confinement, donc ça a été un bouleversement social, j'imagine que vous vous en souvenez tous. Ça a été quand même d'obliger les gens à rester chez eux, c'est quand même un truc. Moi, il y a 10 ans, on m'aurait dit que ça arriverait, je n'aurais pas cru. Et c'était aussi très compliqué d'un point de vue de l'organisation sociale, d'un point de vue économique. Et au point de vue des naissances, il y a eu une baisse des conceptions. Les gens ont été un peu saisis d'effroi. Et alors qu'ils étaient chez eux tranquilles, ils auraient pu en profiter pour faire des enfants. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Par contre, après le confinement, il y a eu un phénomène de rattrapage. Et dans beaucoup de pays, il y a eu une hausse de la fécondité. Et on peut dire la baisse a marqué le pas, en France comme ailleurs.
Et puis, bon, il y a eu un nouveau variant en 2021, il y a eu encore des décès assez nombreux en 2022. Et à partir de 2022, dans un grand nombre de pays d'Europe, ici vous avez les pays d'Europe de l'Ouest, vous voyez, tous les autres pays, il y a une baisse très importante en 2022. Et si on regarde les pays d'Europe du Nord, c'est pareil. Alors c'est assez étrange, hein. Dans ces pays, il y a s'est développée l'idée que la vaccination n'était pas très bonne pour les femmes enceintes. Et donc, comme il y avait un peu un délai pour se faire vacciner, apparemment, il y a des couples qui ont retardé la venue de leur enfant pour se faire vacciner. C'est l'explication que nous donnent les démographes en Allemagne, en Suède. Bon. Alors, c'est un peu étrange parce que d'une part, il n'y a aucun danger à se faire vacciner quand on va faire des enfants ou quand on est enceinte. Donc déjà, c'est un fake news total et il n'y a que du positif à se faire vacciner, premièrement. Et deuxièmement, c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu ensuite un rattrapage. Et dans les autres pays, il y a eu à nouveau une baisse importante. Et la France, qui sur ce graphique et sur le graphique précédent est en noir en pointillé, vous voyez, reste largement au-dessus des autres pays. Donc, on a eu un choc du Covid, mais on a mieux résisté d'une certaine façon que les autres pays en termes de fécondité. Alors maintenant, en termes de mortalité, donc la première chose évidemment, c'est les progrès énormes. D'abord dans la lutte contre la mortalité infantile, grâce aux antibiotiques, à la lutte contre les maladies infectieuses. En 1950, il y avait encore 5% des enfants, c'est-à-dire un enfant sur 20, qui mourait avant son premier anniversaire. Donc aujourd'hui, on est plutôt à 3 pour 1000, c'est-à-dire 12 ou 13 fois moins. Alors évidemment, c'est un drame, et on peut dire peut-être c'est encore plus un drame aujourd'hui qu'autrefois de perdre un enfant, parce que c'est plus rare et c'est plus douloureux peut-être. Mais en tout cas, ça a participé à la baisse de la mortalité d'une manière générale. Et maintenant, disons, il y a très très peu de décès avant l'âge de 60 ans, et les progrès qu'on fait contre la mort sont plutôt des années qu'on gagne après 60 ans. Donc, on a d'abord sauvé des enfants. On a une mortalité adulte en France qui est encore assez élevée, notamment chez les hommes, par rapport à d'autres pays. Par contre, aux âges élevés, on a un bon état de santé, on a un bon système de santé et on a une espérance de vie plutôt élevée. Donc avec le Covid, il y a eu un choc, on a perdu en moyenne 0,5 ans d'espérance de vie. Donc on va le voir sur le graphique, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et il y a eu 3 mauvaises années en fait, 2020, 2021, 2022, avec des nouveaux variants, puis des épidémies de grippe et des canicules. Et on va le voir dans le graphique suivant, il y a eu des variations énormes régionales. Et évidemment, ça a été un choc social et économique. Et on a vu à cette occasion que les vieux étaient fragiles. Les vieux, quand il y a un choc, il y en a beaucoup qui meurent. Alors que dans l'ensemble de la population, quand il y a un choc, la plupart des gens, ils se remettent. Mais il n'y a pas que les vieux qui sont fragiles. On a vu les travailleurs de première ligne. Il y a eu beaucoup de décès parmi des travailleurs immigrés, soit qui étaient en contact avec justement des personnes malades, soit qui avaient des conditions de vie qui étaient mauvaises. Mais en tout cas, il y a eu chez les adultes certaines populations qui sont décédées par le Covid. Alors, d'abord, l'effet général, vous voyez, ça, c'est à l'échelle du pays. Donc, toujours depuis 1990, on gagne pratiquement 1 an d'espérance de vie, disons, depuis une vingtaine d'années. Et puis, vous voyez, en 2020, boum, il y a vraiment un choc. Et je vous ai mis les 3 courbes, ce sont les projections que l'INSEE avait fait sur l'espérance de vie à la naissance. Donc, l'espérance de vie, c'est la durée moyenne qu'on peut espérer vivre entre la naissance et la mort. Donc, c'est calculé chaque année, on regarde le risque de décéder de chaque personne, on combine tous ces risques et on dit une personne qui vivrait toute sa vie en 2019, en moyenne, hommes et femmes, elle avait un peu plus de 80 ans à vivre, 82 ans en moyenne. Mais si elle avait vécu pendant le Covid, elle aurait perdu une demi-année et serait morte une demi-année plus tard. Et vous voyez en 2023, donc ça c'était la principale nouvelle, il y a eu une baisse de la fécondité en 2023, mais il y a eu surtout une remontée importante de l'espérance de vie. On est revenu pratiquement au chemin de progression et on espère bien qu'en 2024, on aura retrouvé l'espérance de vie que l'INSEE avait projetée à partir de la tendance des années précédentes. Alors, à l'échelle du monde, ça a été aussi une catastrophe. On a perdu plus de pratiquement 1 an et demi d'espérance de vie entre 2019 et 2021.
Donc ça a été vraiment une catastrophe majeure. Hein. Quand on voit, il y a des phénomènes affreux qui se passent, il y a des guerres qui se passent dans beaucoup de pays, mais ça n'a pratiquement pas d'impact sur la population du monde, hein, parce que Dieu merci, c'est pas les 8 milliards d'hommes qui sont en guerre. Mais par contre, l'épidémie du Covid, elle a touché l'ensemble de la population du monde et elle a eu un impact vraiment très très important. Alors, si on regarde, là, je vous ai mis des cartes, un travail récent qui a été fait par des collègues sur l'impact du Covid en termes de mortalité en 2020 et en 2021. Donc, vous voyez, en France, c'est surtout la région parisienne et le nord qui a été touché, mais sans aucune commune mesure avec le nord de l'Italie ou le centre de l'Espagne, où là, il y a eu vraiment des surmortalités très très importante. Hein. Et puis en 2021, par contre, la France a été touchée sur l'ensemble de son territoire et c'est surtout dans les pays d'Europe de l'Est où la mortalité a beaucoup baissé. Donc vous voyez, il y a eu plusieurs variants d'épidémie de Covid, il y a eu des traitements qui ont été mis en place qui ont bénéficié beaucoup plus à certains pays qu'à d'autres. Donc le Covid, ça a été une histoire. Alors on peut espérer maintenant que l'épidémie est derrière nous, mais bon, il peut toujours y avoir des nouveaux variants. Et encore une fois, on a beaucoup amélioré la façon de soigner les personnes les plus gravement atteintes, et surtout les vaccins ont permis de limiter la contagion. Alors, dernier élément du mouvement de la population, et on l'a vu à l'échelle de la Loire-Atlantique, c'est très important, ce sont les mouvements migratoires. Hein, les entrées et les sorties. Donc j'ai entendu 46 000 entrées, peut-être à peu près 40 000 sorties tous les ans. Donc il y a beaucoup de gens qui rentrent et beaucoup de gens qui partent. Hein, il y a une circulation. Mais globalement, donc la Loire-Atlantique, elle attire plutôt des jeunes adultes qui vont travailler et peut-être aussi quelques jeunes retraités qui arrivent, mais moins que dans d'autres régions. Hein. Il y a des régions qui se vident. Par exemple, dans le Nord, il y a beaucoup d'actifs qui, au moment de la retraite, partent pour aller dans des régions plus ensoleillées. Alors peut-être qu'avec le réchauffement climatique, ça va changer, mais il y a des régions qui perdent des habitants à l'âge de la retraite et il y a au contraire d'autres régions où il y a un afflux très important de retraités, des gens qui sont partis travailler ailleurs et qui reviennent pour profiter de leur retraite. Mais apparemment, la Loire-Atlantique est suffisamment dynamique pour que les habitants puissent... il y en a qui partent, mais il y en a aussi qui arrivent un peu à tous les ans. Alors, à l'échelle du pays, il y a aussi beaucoup d'entrées et de sorties. Hein. Si on compte tous les touristes qui arrivent pour passer une nuit en France, et sans compter les gens qui font la navette, qui traversent la frontière tous les ans, il y a plus de 80 millions de personnes qui rentrent en France tous les ans. Sur ces 80 millions, il y en a peut-être quelques-uns, ils voulaient rester qu'une semaine, mais finalement, ils vont rester toute leur vie parce que ils ont trouvé l'amour, ils ont trouvé un travail, je sais pas. Il y en a d'autres qui voulaient s'installer pour la vie, et puis au bout de 2 ans, ils vont partir. Donc c'est impossible de savoir ces 80 millions de personnes, combien il y en a qui vont rester. Mais il y en a à peu près 300 000 qui ont l'intention de rester plus d'1 an au moment où ils arrivent. Et sur ces 300 000, il y en a à peu près un bon tiers qui va partir effectivement au bout d'1 an, et puis il y en a qui vont rester plus longtemps. Donc, il y a beaucoup de mouvements. Il y a des mouvements de personnes qui n'ont pas la nationalité française, mais qui sont européens, donc qui sont libres d'entrer et de sortir. Il y a des non-européens dont l'entrée est contrôlée. Alors, leur sortie n'est pas contrôlée. Hein. En France, on n'empêche pas les gens de partir. Mais bon, pour aller ailleurs, il faut pouvoir y aller. Donc, il faut que les autres pays acceptent qu'ils rentrent. Mais c'est une caractéristique des pays au XXe siècle. La plupart des pays ont mis en place des limitations à l'entrée. Et ça n'existait pas dans les siècles précédents. Les gens traversaient les frontières comme ils voulaient. Par contre, il y avait des pays, notamment les pays communistes, qui empêchaient les gens de quitter le pays. Et ça, on voit, c'est plus tellement accepté. Hein. Si on vous disait la France va perdre des habitants, donc il faut que vous n'alliez plus à l'étranger, ça coincerait. Hein. On n'a pas tellement envie. Donc il y a l'idée que c'est légitime pour un pays de limiter les entrées, mais pas les sorties. Bon, le département, à l'intérieur du pays, les gens peuvent bouger. Hein, si les gens veulent venir, venant d'autres départements. Et même si peut-être ils ont eu le droit, par exemple, d'arriver en Europe, ils sont arrivés en Autriche. Et puis, comme ils ont le droit de se déplacer à l'intérieur de l'Europe, ils sont arrivés en France. Et comme ils sont en France, ils ont le droit de s'installer en Loire-Atlantique. Hein. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel les politiques de la Loire-Atlantique n'ont pas de pouvoir.
Par contre, s'il y a des gens qui arrivent, on peut les traiter bien ou mal. On peut faire en sorte qu'ils aient un logement ou pas. On peut leur donner du travail ou non. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut agir. On peut aussi les inciter à partir, mais c'est un petit peu difficile. De même que d'inciter les gens à mourir, d'inciter les gens à pas faire d'enfants, d'inciter les gens à en faire, c'est compliqué. En démographie, Dieu merci, et on est dans un pays libre. En gros, les gens font quand même ce qu'ils veulent. Et c'est quand même pas le cas dans tous les pays du monde. Donc c'est aussi un point. Au début, je vous disais, est-ce qu'on veut changer le comportement des gens ? Par exemple, il y a des pays où on considère que les gens qui veulent pas faire d'enfants, ils respectent pas leurs devoirs en tant que membres d'une famille. D'abord, ils pourraient rendre, leurs parents leur ont donné la vie, ils pourraient payer la dette d'une certaine façon en faisant eux-mêmes des enfants. Ils vont toucher une retraite quand ils seront vieux. Il faudra bien qu'il y ait des gens qui travaillent pour payer leur retraite. Donc, ils pourraient faire des enfants qui seront les actifs de demain. En même temps, les gens qui font pas d'enfants, ils peuvent être utiles au pays de plein d'autres façons. Donc, on peut avoir un jugement moral ou non là-dessus. En Allemagne, par exemple, on considère que les gens qui ont trop d'enfants, s'ils peuvent pas bien les élever, ça fait du désordre. C'est pas, les familles nombreuses, c'est bien, mais il faut pouvoir se le payer. Si on n'est pas assez riche, il faut pas faire trop d'enfants. Alors qu'en France, il y a l'idée que c'est l'État-providence qui va s'occuper de l'égalité des chances. Et si les gens font des enfants, c'est bien pour le pays. Donc, vous voyez, ce genre de normes sont très variables d'un pays à l'autre, peut-être d'une époque à l'autre. Et encore une fois, aujourd'hui, on est dans une situation où les inégalités entre les femmes et les hommes diminuent. Il y a encore des inégalités sociales, on va le voir notamment en termes d'espérance de vie. Et en termes de migration, il y a un vrai problème. D'une manière générale, les discours des politiques ne correspondent pas aux faits, c'est-à-dire les politiques ne font pas ce qu'ils disent. Par exemple, la période où il y a eu le plus de régularisation des sans-papiers, c'était quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Et il disait, on va limiter l'immigration. Et nous, INED, on a été accusés de mentir parce qu'on a dit, la France régularise beaucoup de sans-papiers. Et le gouvernement nous a accusés de mentir. Et le directeur de l'INED a dû aller dans une commission parlementaire, prêter serment, ce qui est très inhabituel pour nous scientifiques. Nous, on aime bien la dispute, la discussion, on cherche la vérité, mais on ne va pas promettre de ne pas mentir. C'est pas du tout dans notre logiciel. Et le directeur de l'INED a dû expliquer que ça n'était pas l'INED qui mentait. Et donc, on a, à partir de là, demandé à ce que, quand on avait des saisines du gouvernement, on ait des saisines écrites et qu'on fasse des réponses écrites. Parce qu'il y avait un vrai problème. Et aujourd'hui, quand les politiques disent on va maîtriser les flux, quand on parle d'immigration, quand on dit on va limiter les entrées, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que la France elle a signé des conventions internationales, et donc de dire qu'on va limiter l'immigration, ça n'a aucun sens. Ensuite, il y a des gens, on voit bien les Ukrainiens, ou bien avant c'était le cas des Syriens ou des Afghans, quand il y a la guerre et que les gens s'en vont, on ne peut pas les empêcher de bouger, ils sont en train de mourir, ils essayent de s'échapper, donc on ne peut pas l'empêcher. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, et alors on peut toujours se faire peur si on veut, mais c'est très important de bien comprendre que d'abord les flux de migrants, c'est beaucoup des gens de nationalité française qui vont faire fortune en Angleterre, en Australie, et qui reviennent ensuite. C'est aussi des Européens qui viennent en France. C'est aussi, alors je ne sais pas, vous, quels sont les envahisseurs de la Loire-Atlantique ? Est-ce que c'est les Parisiens ? Est-ce que c'est les Bretons ? Est-ce que c'est les Marseillais qui viennent ? Bon. Il y a aussi peut-être parmi vous des gens qui ont des proches qui sont dans d'autres régions de France et qui sont eux-mêmes des immigrants d'une certaine façon, là où ils travaillent. Donc là, il y a un vrai sujet, j'insiste là-dessus, parce que en termes de politique publique, en général, à l'échelle locale, il y a des politiques intelligentes qui sont mises en place. Parce qu'on a des personnes et qu'on essaie d'agir. Mais il y a un vrai souci, disons, sur la définition des politiques migratoires à l'échelle du pays. Et c'est vrai aussi à l'échelle de l'Europe et même à l'échelle du monde. Il y a une espèce d'incompréhension de ce que sont les mouvements migratoires. Alors peut-être juste une parenthèse. À l'échelle du monde, l'Europe a fait ce qu'on appelle sa transition démographique au 19e siècle. La transition démographique, c'est quand on passe d'un état où il y a beaucoup de naissances et beaucoup de décès, les gens meurent à tous les âges, il y a la moitié des enfants qui meurent avant de devenir adultes, et les gens font en moyenne entre 4 et 8 enfants. Bon. Donc il y a beaucoup de naissances, beaucoup de décès, et puis
il y a un moment, il y a la transition démographique qui commence, la mortalité baisse, et notamment les enfants arrêtent de mourir, hein, grâce au progrès technique, grâce au progrès médical. Et en général, les gens ne s'en rendent pas bien compte, et du coup, il faut toujours 8 enfants, mais ils se retrouvent 20 ans après avec 8 enfants qui ont survécu. Et donc, c'est un peu compliqué, parce que les enfants, il faut qu'ils s'installent. Bon. Et du coup, les gens limitent leur fécondité. Mais il y a un décalage entre la baisse de la mortalité et la baisse de la fécondité. Et à cause de ce décalage, la population explose. Hein, elle est multipliée par 5, parfois par 10. Donc c'est ce qui s'est passé en Europe au 19e siècle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Européens qui sont partis en Amérique, en Afrique, en Asie, disons, parce qu'ils n'avaient pas la place là où ils étaient. Au XXe siècle, c'est l'Amérique et l'Asie qui a fait sa transition. Et au XXIe siècle, c'est l'Afrique qui va la faire. Donc la population de l'Afrique, elle va pratiquement tripler d'ici un siècle, c'est sûr, c'est certain. Parce que les enfants sont déjà là et ils ne vont plus mourir grâce au progrès, et donc la population va augmenter. Et cette croissance très importante de l'Afrique, elle a eu lieu en Asie, elle a eu lieu en Europe, elle a eu lieu en Amérique au cours des 19e et des 20e siècles. Maintenant, il y a eu pas mal d'Européens qui sont allés en Amérique. Hein, l'Amérique du Nord était pratiquement vide, mais tous les Européens ne sont pas allés en Amérique. Hein. Et de même, il y aura sûrement des Africains qui viendront en Europe, mais sûrement pas tous les Africains. Et d'ailleurs, c'est plutôt les riches qui vont, parce que de se déplacer d'un continent à l'autre, ça demande de l'argent. Donc ça aussi, c'est une idée fausse. Aider l'Afrique à se développer pour limiter l'immigration, c'est juste stupide. Parce que aider l'Afrique à se développer, ça, c'est peut-être très bien. Mais si l'Afrique se développe, elle sera plus riche et il y aura plus de migration. Alors, c'est peut-être un bien, on le va voir, l'immigration, c'est plutôt une ressource. Mais vous voyez, sur tous ces sujets, il y a des choses qui sont dites qui n'ont aucune relation avec la réalité des faits. Et donc, nous, en tant que scientifiques, ça nous pose vraiment un problème. Alors, je ferme la parenthèse, hein, chacun ses problèmes. En tout cas, d'un point de vue statistique, vous voyez, ça a été quand même une surprise. Hein, et par rapport aux projections de l'INSEE qui sont là en jaune ou en gris, où on a envisagé à peu près 50 000 de sols migratoires. Donc, ça a été dit, le sol migratoire, c'est la différence entre les gens qui rentrent et les gens qui sortent. Là, on est plutôt à 200 000. Mais bon, donc 200 000, c'est beaucoup plus que 50 000, mais c'est beaucoup moins en... Alors maintenant, on est à peu près au niveau de la moyenne européenne, mais par rapport à nos voisins, en Espagne, en Allemagne, c'est beaucoup plus. En Italie, c'est à peu près la même chose qu'en France. Alors, en termes de dynamique, premièrement, la population va se stabiliser. Hein. On va avoir de plus en plus de décès, on va le voir dans le graphique suivant, et le nombre de décès va dépasser le nombre de naissances. Ça, c'est sûr, parce qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées, et qui dit de plus en plus de personnes âgées, dit de plus en plus de décès. Et depuis donc à peu près une dizaine d'années, on a un sol migratoire positif qui compense le déficit de naissance. Donc on est toujours sur un chemin de croissance de population, mais un chemin de croissance ralenti. Par contre, ce qui va se passer, ce qui a déjà commencé depuis, alors ça a été dit par le président, autrefois on était vieux à partir de 60 ans, maintenant c'est plutôt 75 ans. Hein, donc évidemment ça fait moins de vieux si l'âge limite est retardé. Mais ça n'empêche que globalement, il va y avoir beaucoup plus de vieux dans la population. Et c'est d'abord une bonne nouvelle, hein, parce que c'est soit on est vieux, soit on est mort. Hein, et donc vous, je sais pas, mais moi je préfère être vieux assez longtemps. Après... ce vieillissement, il va être accéléré parce qu'il y a eu un baby-boom, hein, il y a eu une augmentation très importante des naissances. On est passé pratiquement de 600 000 à 850 000 naissances au milieu des années 1940. Donc maintenant, ces premiers baby-boomers qui sont nés à la fin des années 40, ils ont plus de 75 ans. Hein. Et donc, ça fait une vague. Donc on a eu, alors peut-être vous vous souvenez, en 2006, il y avait le choc des retraites parce que c'était la vague des baby-boomers qui arrivait à l'âge de 60 ans, qui était l'âge de la retraite. Donc le flux de nouveaux retraités augmentait énormément. Et bien maintenant, ce flux, il arrive à 80 ans. Donc ça va être un flux de personnes qui justement rentrent dans des catégories où on est plus vulnérable, à la fois au point de vue santé, au point de vue, disons, d'environnement familial et au point de vue financier. Donc après 2040, il y a une incertitude. Donc là, on avait refait des projections justement quand il y avait le réarmement démographique, un peu la panique, là, l'idée que la fécondité baissait. On avait fait des nouvelles projections, c'est celle qu'on a mis en rouge, en disant attention, c'est pas la panique. Hein, on n'est pas en train d'avoir la population de la France qui va disparaître. Hein. Et donc, grâce aux migrations, on compense, on fait plus que compenser en fait
la baisse de la fécondité parce qu'on reste à des niveaux de fécondité assez élevés. C'était la courbe en bleu, c'était le scénario de projection moyen de l'INSEE. Donc on peut dire, encore une fois, je reviens là-dessus, mais ça me paraît important, il n'y a pas péril en la demeure. Donc de votre point de vue, à mon avis, c'est mieux parce que vous n'êtes pas en train d'éponger la mer, vous allez pouvoir faire des propositions qui vont vraiment améliorer la situation parce qu'on est déjà dans une situation assez bonne pour qu'elle puisse être améliorée. Ça, c'est une petite lumière, là, ouais, super. Donc, alors, voilà, justement, tiens, vous voyez ça en noir, vous avez la pyramide actuelle, la pyramide des âges. Donc, vous avez les femmes à droite, les hommes à gauche, les bébés en bas, les vieux en haut. Et donc, les gens sont classés comme ça, chacun est dans sa case. Donc, vous voyez, moi, je dois être quelque part par là. Et là, vous avez la pyramide qu'on peut projeter en 2070. Donc, en 2070, ici, vous avez les baby-boomers, vous voyez. Et donc, là, c'est la limite de 70 ans. Et tous ces vieux-là, ils sont peu nombreux, en fait. Ils sont très peu nombreux parce qu'ils sont nés dans la première moitié du XXe siècle, à l'époque où la France avait 40 millions d'habitants. Maintenant, on est presque à 70 millions. Donc, il va y avoir beaucoup plus de personnes âgées. Et quand je dis que c'est certain, parce qu'en fait, on va arriver à une situation d'équilibre. Aujourd'hui, on est en déséquilibre. On manque de vieux, d'une certaine. Et donc, on va retrouver un équilibre avec plus de personnes âgées. Il va aussi y avoir plus d'hommes par rapport aux femmes. Vous voyez, l'augmentation va être plus forte pour les hommes que pour les femmes parce qu'il y avait un avantage très fort chez les femmes en termes de mortalité. Les femmes mouraient beaucoup moins que les hommes. Alors maintenant, elles meurent, disons, elles ont encore un avantage, mais qui a été beaucoup diminué. Et donc ça, c'est un sujet, là, il n'y a pas beaucoup de situations dans lesquelles les femmes sont avantagées par rapport aux hommes. Donc socialement, c'est un problème quand les femmes ont un avantage. Et là, on ne sait pas très bien si elles perdent cet avantage parce qu'elles se sont mises à boire et à fumer, ou bien parce que elles sont sorties quand elles étaient chez elles tranquilles, ça va, et alors que maintenant, elles sont dans la vraie vie, quoi, elles travaillent. Et le travail, ça épuise, elles sont fatiguées. Et en plus, elles continuent à travailler chez elles s'occupent de leurs enfants, voire de leurs petits-enfants, éventuellement de leurs parents âgés. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses. Et depuis une dizaine d'années, les progrès contre la mort se sont arrêtés chez les femmes entre 45 et 60 ans. Et là, il y a un vrai sujet. Mais ça n'a pas l'air de perturber beaucoup nos politiques. Mais c'est un sujet très important. Parce qu'on peut peut-être faire quelque chose. Et si on s'occupe des vieux, ça va peut-être aussi éviter que les aidants, qui sont les femmes là, dont on parlait dans le graphique, s'épuisent à s'occuper des vieux et tombent elles-mêmes malades. Donc il y a un sujet là qui est un sujet très très important, qui est à mon avis tout à fait négligé, parce que c'est des femmes. Et en gros, c'est pas très important, les femmes, pour les politiques. Et alors, peut-être revenir là-dessus, sur la pyramide des âges, vous voyez une baisse du nombre de naissances ici, qui n'est pas négligeable quand même. On est passé de pratiquement 800 000 naissances à 700 000, donc c'est une baisse qui est importante, qui est peut-être en train de ralentir, mais peut-être pas. Là, il y a une vraie incertitude. Mais en tout cas, on n'est pas du tout dans une situation de panique. Encore une fois, il y a une baisse des naissances, mais on n'est pas dans une situation où on risquerait de disparaître. Alors, en termes de conséquences sociales, donc premièrement, c'est mieux traiter des vieux plus nombreux. Donc ça, je crois que vous avez déjà, puisque c'est le sujet de vos échanges de cette année, vous êtes bien conscient du problème, mais c'est important. Il faut bien voir quand même qu'en France, les vieux ont un niveau de vie qui est globalement plus élevé que l'ensemble de la population. Donc les vieux ne sont pas pauvres en France. Ils étaient pauvres dans les années 60-70. Mais encore une fois, grâce au minimum vieillesse, grâce au fait qu'il y a des retraites, grâce au fait qu'ils sont plus souvent en couple, grâce au fait qu'ils ont accumulé du capital, en moyenne, les vieux ne sont pas pauvres. Alors, il y a des pauvres, évidemment, et il y a des situations de vulnérabilité. De même, l'espérance de vie en retraite est plus longue que dans tous les autres pays d'Europe, parce que, en gros, en termes de mortalité des vieux, on est plutôt bon en France. Chez les adultes, on n'est pas bon, mais ceux qui meurent avant 60 ans, ils ne profitent pas de leur retraite. Mais ceux qui profitent de leur retraite, ils en profitent dans des durées plus longues qu'ailleurs. En France, on part plutôt tôt par rapport à d'autres pays et on meurt tard. Donc en moyenne, ça fait une espérance de vie assez longue. Évidemment, ça pose la question de la qualité de la vie après 60. Donc sur la question de faire moins d'enfants, ou est-ce qu'il faut moins d'enfants ou plus d'enfants, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. De même, est-ce qu'on veut qu'il y ait moins d'adultes ou plus d'adultes ?
Bon, il y a un peu l'idée que quand il y a de moins en moins de population active, c'est pas très bon pour le pays. Un pays est moins dynamique quand il est en diminution de population. En même temps, on peut dire qu'une population qui diminue un peu, ben, les salariés sont en bonne position pour négocier parce qu'ils sont pas très nombreux, donc il n'y a pas trop de chômage. Les femmes travaillent plus, peut-être les jeunes trouvent plus facilement du travail, peut-être les vieux peuvent continuer à travailler s'ils veulent. Bon, donc c'est pas évident. Une population qui augmente un peu ou qui diminue un peu, ça va. Le problème, c'est quand elle augmente très vite ou quand elle diminue très vite. Là, il y a des difficultés. Mais bon, en France, on a quand même l'idée que plus il y a d'enfants et plus il y a d'adultes, mieux c'est. En tout cas, ce qui va se passer, c'est pas tellement ça. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de vieux. Et ça, encore une fois, il faut faire avec. Et encore, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est pas un problème, quoi. Ça pose des questions, mais c'est pas un problème. Donc, est-ce qu'il faut faire plus de naissances, obliger les habitants à faire des enfants, s'améliorer la condition de vie des familles? Donc ça, c'est pas votre sujet, je vais pas en parler. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'en France, on a une grande diversité des situations familiales et les politiques familiales sont très diverses. Et il y a l'idée que, quel que soit le mode de vie des gens, que vous soyez en couple ou non, que vous ayez des enfants ou non, que vous cohabitiez avec votre partenaire ou non, que vous rompiez votre union ou non, que vous ayez des beaux enfants ou non, l'État va s'occuper de vous, d'une certaine façon. Il y a cette idée en France qui est très présente, et alors qu'il y a des pays où les gens ont peur de faire des enfants parce que ça coûte très cher d'élever des enfants, et ils ne sont pas prêts à faire ces sacrifices. Et les femmes, notamment, n'ont pas envie d'arrêter de travailler. Alors qu'en France, l'idée, c'est que, dans le pire des cas, au bout de 3 ans, les enfants peuvent aller à l'école de tôt le matin jusqu'à tard l'après-midi. Et donc, même s'il y a des problèmes de garde pour les jeunes enfants, les femmes vont pouvoir continuer à travailler. Le couple va continuer à avoir deux revenus, 2 salaires. Donc, la question que les couples vont se poser pour avoir des enfants n'est pas du tout la même que dans des pays où avoir des enfants, ça veut dire s'arrêter de travailler ou bien travailler à mi-temps pour les femmes. Ça veut dire s'occuper des enfants à la maison jusqu'à 6 ans, ou s'ils sont à l'école, ils sont à l'école que le matin, donc s'en occuper l'après-midi. Donc, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Donc, ces questions de politique familiale, elles concernent beaucoup de sujets différents. Et en France, on a une politique familiale qui est plutôt inclusive. Vous voyez, il y a des pays, par exemple, où les allocations familiales vont être que pour les couples mariés et pas pour les couples non mariés. Bon, en France, ça paraîtrait un peu étrange. Le fait que les couples de même sexe aient eu accès au PACS puis au mariage, à mon avis, c'est un élément important pour maintenir un niveau de fécondité élevé. Parce que la société change, les familles changent, mais faire un enfant, bon, c'est toujours un peu la galère, mais c'est pas arrêter d'être un adulte, c'est pas arrêter d'être un citoyen. Et donc, ça nous différencie quand même de beaucoup de pays. Alors, bon, ça a été évoqué. Après, il y a les questions de logement, les questions de répartition territoriale, les questions des crèches, les questions des écoles. Il y a énormément d'acteurs publics qui agissent sur ces questions-là, énormément de politiques. Et donc là, et de ce point de vue-là, à mon avis, un groupe comme le vôtre peut être très utile pour voir sur quel levier on a envie d'agir et du coup, qui va devoir agir et sur quoi. Parce que c'est toujours compliqué quand il y a beaucoup d'acteurs, et Dieu merci, on est dans des sociétés complexes. Et donc, transformer ce qu'on veut faire en action concrète, c'est très, très difficile. Alors, donc, moins de décès, non, il y aura de plus en plus de décès. La question, c'est plutôt la qualité de la vie des personnes âgées. Alors, il y a 2 questions importantes. Les inégalités sociales face à la mort sont très importantes en France, notamment chez les hommes. Les pauvres vivent 13 ans de moins que les riches. Est-ce qu'on accepte ça ou est-ce qu'on l'accepte pas ? Alors, les pauvres, ils vivent moins parce qu'ils boivent, ils fument, ils vont pas chez le médecin, ils s'occupent pas d'eux. Mais ils meurent aussi parce qu'ils ont des accidents du travail, ils s'épuisent au travail. Donc, est-ce qu'il faut en tenir compte, par exemple, dans le système de retraite, quand on dit on va faire la durée de cotisation plutôt que l'âge, il y a un peu cette idée. Les pauvres, ils ont commencé à travailler tôt, ils vont mourir tôt, donc autant qu'ils prennent leur retraite plus tôt. Mais on pourrait se dire aussi, ça serait mieux que les pauvres arrêtent de mourir et qu'ils vivent aussi longtemps que les autres. Ça serait une autre façon de prendre la question. Bon, et puis il y a la question aussi sur comment on termine sa vie. Est-ce que aujourd'hui les hommes maîtrisent le fait d'avoir des enfants ou non? Est-ce qu'ils peuvent maîtriser le moment de leur mort ou non? C'est une question qui est vraiment compliquée. On voit, il y a une loi qui était en préparation qui va être remise sur le métier. Donc c'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux. Et par rapport à nos voisins européens, on est très, très, très en retard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion saine sur ces questions-là aujourd'hui en France. Enfin, ça commence, mais c'est vraiment le début.
Et puis sur les migrants, donc là, je vous l'ai dit, il y a un espèce de désarroi des gens qui travaillent sur la question parce que, d'abord, globalement, les migrants sont plutôt une ressource et pas un problème. Ensuite, la migration, ça demande des efforts. Les gens qui migrent, il faut qu'ils s'adaptent à la société et c'est très difficile pour eux. Et puis, les pays d'accueil, il faut qu'ils acceptent des gens qui sont un peu différents. C'est aussi pas forcément simple. Mais si on commence à dire l'immigration, ça va pas et il faut arrêter les entrées, on n'est pas bien parti là. Et donc, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Et donc, à l'échelle locale, on l'a vu, les migrants, il y en a. Est-ce qu'on veut attirer des travailleurs d'autres régions? Comment on fait, etc. Voilà, donc en conclusion, il y a des évolutions majeures et effectivement, le vieillissement de la population, c'est l'évolution majeure en France dans les prochaines années, mais même à l'échelle du monde, c'est l'évolution principale du prochain siècle. Donc on peut dire que on vous a demandé de réfléchir sur un sujet important, c'est déjà une première chose à voir. Et puis deuxièmement, donc la France est dans une situation favorable. Globalement, on n'est pas dans une situation catastrophique où il faudra vraiment résoudre des problèmes gigantesques. Et donc, ça permet, encore une fois, à mon avis, d'avoir des actions efficaces. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, j'ai mis dans le PowerPoint une série de références bibliographiques pour ceux qui voudraient aller plus loin. Sinon, n'hésitez pas à me contacter par courrier électronique si vous le souhaitez. Ça sera avec plaisir. Merci, monsieur Toulmont.